Lorsque l'on parle de maladie, on pense tout de suite à un traitement et comment on va guérir la maladie. Lorsque l'on parle d'un handicap, on voit tout de suite quelque chose qui ne guérit pas, où il faut vivre avec. Mais il y a une maladie, un handicap, qui lui ne se voit pas, ne se comprend pas toujours, difficile à traiter et encore plus difficile à appréhender. Ce sont les maladies de santé mentale. Manon a le courage de nous parler de son parcours à travers sa maladie. Elle nous partage son histoire inspirante. Bonjour Manon, Bonjour, comment vas-tu? ça va et toi? Ça va très bien, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation dans Histoire inspirante, d'avoir accepté de venir témoigner dans ce lieu de ton parcours de vie, d'un parcours particulier aussi. Je te pose la question Manon, est-ce que tu es heureuse? Là tout de suite? Ouais, tout de suite. Oui, je crois. Est-ce que tu as toujours pu dire que tu étais heureuse? Non, je ne crois pas, non. Ok, alors on va le dire clairement parce que ça ne se voit pas là, comme ça. Maintenant, tu as une maladie que tu as identifiée il y a quelques années. On va revenir justement sur ce parcours-là. Et je crois que particulièrement ce parcours, il est important pour des jeunes, mais aussi des parents. C'est une maladie, comme je le dis, qui ne se voit pas, qui s'appelle... La dépression et les troubles anxieux. Donc voilà, c'est une maladie de santé mentale. Alors c'est quelque chose, on parle beaucoup plus depuis la période du Covid, de santé mentale, mais on a encore un petit quelque chose de ouais bon elle est un peu déprimée ouais bon elle a des phases hautes et des phases basses, ouais c'est un peu ce genre de vocabulaire qu'on utilise, peut-être parce qu'en fait on comprend juste pas ce que c'est, non? Mhm. Oui, il y a beaucoup ce vocabulaire de oui, et puis c'est une phase, et puis repose-toi un petit coup, et puis ça va passer, ça ira mieux. Alors on va revenir sur ce parcours et encore une fois vraiment merci d'accepter parce que c'est pas évident encore aujourd'hui, même si on commence à connaître cette maladie. La neuroscience, les imageries médicales nous aident à comprendre aussi beaucoup de mécanismes, mais c'est une maladie. Voilà. Contrairement à d'autres maladies, on en parlait en off, hein, voilà, il te manque un bras, tu as du diabète, entre guillemets, c'est des maladies, on connaît, on sait entre guillemets comment les traiter. Voilà. Là, c'est une maladie qui est plus compliquée. Et on va revenir là-dessus. Ça a commencé... alors, on peut dire clairement, est-ce que ton enfance, elle était heureuse? Oui, très heureuse. Je te pose cette question parce qu'on va aussi essayer de démonter un peu des a priori. Mhm. Sur dire, ouais, mais c'était pas facile à la maison ou quoi. Non, en fait, c'est pas ton Oui, cas oui. du tout, quoi. Non, vraiment pas. Une enfance simple, heureuse, tout allait bien dans le meilleur des mondes, donc... 3 frères et sœurs, des parents qui t'aiment. Tu grandis aussi dans l'église, il faut qu'on le dise. Une église dans laquelle tu vois tes parents très investis, dans laquelle tu vas t'investir aussi énormément. On va y revenir aussi dans un instant. Et puis, voilà, cette enfance se passe bien. Est-ce qu'à ce moment-là, je sais pas moi, quand tu es au tison, quand tu as 7 ans, est-ce que tu as conscience de cette maladie? Non, pas du tout. Je pense pas à cette époque-là encore. Je profitais de mes activités. À ce moment-là, ça allait encore. J'étais encore un peu dans cette pseudo-bulle d'innocence où encore tout allait bien. Est-ce que tu peux dire que tu étais timide à ce moment-là? Ou au contraire, déjà très dynamique, extraverti peut-être? Non, mais c'est plutôt l'inverse. J'étais assez extravertie et c'est avec le temps où je suis devenue de moins en moins. Alors, il y a un changement qui s'opère, c'est à l'adolescence. Comment ça se manifeste? Qu'est-ce qui se passe en fait à ce moment-là? Alors, à ce moment-là, en fait, j'entre dans une période, enfin, il y a une période de ma vie où, en fait, sans trop comprendre pourquoi, je commence à être très triste, très déprimée tout le temps, à être voilà, broyée du noir, à avoir des pensées très négatives envers moi-même, à avoir vraiment me sentir un peu envahie par plein d'idées négatives, à être très dure envers moi-même constamment et à voilà, avoir vraiment dès que je suis seule en fait à me dire ça va pas et avoir cette impression que rien ne va quoi en fait. Toi, tu te dis quoi à ce moment-là? Tu te dis c'est l'adolescence, entre guillemets, c'est normal, apparemment tout le monde dit que l'adolescence c'est une période difficile.
Oui, bah, je me dis ça parce que si tout le monde... Enfin, c'est ce qu'on me renvoie aussi autour de moi. Bah voilà, t'es une ado. De toute manière, tous les ados sont en crise existentielle, c'est normal, quoi. Donc moi, je me dis, bon, bah, c'est comme ça, je garde ça pour moi. Et puis voilà, quoi. Enfin, ça a l'air normal, donc bon, bah, on fait avec. Ça va passer, j'ai chopé Oui. un rhume. Voilà, Hein, on va se moucher un coup, on va attendre c'est un ça. petit peu de paracétamol, ça va passer, quoi. C'est ça. Comment ton entourage réagit à ce moment-là? Bah alors, faut savoir déjà qu'ils savent pas beaucoup de choses en fait, parce que justement, comme on dit, ça se voit pas. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête et dont je ne parle pas. C'est-à-dire que voilà, quand je me mets à avoir des pensées très sombres, des idées, des pensées très négatives envers moi-même, je le dis pas tout ça. Je parle pas de tout ça. Donc en fait, il y a beaucoup de choses dont mon entourage à ce moment-là n'avait pas conscience, parce que forcément, c'est pas du tout ce que je renvoyais. Et puis les quelques petites choses qui se voyaient, ben voilà, c'est l'adolescence, c'est un petit coup de déprime, et puis voilà, quoi. Ouais, on n'a pas les moyens, on n'a pas le recul pour essayer de comprendre exactement ce qui se passe. Est-ce que toi, à ce moment-là, tu as une gêne aussi de parler de ça, de réellement ce que tu ressens? Parce que, voilà, est-ce que tes parents n'étaient pas réceptifs? Je crois pas, pour les connaître un peu aussi. Mais Non. pourquoi peut-être toi, tu étais dans cette gêne d'en parler? Ouais, moi j'avais vraiment cette gêne parce que en fait, je me suis vraiment en partie construite dans l'idée que je devais être là pour les autres, que je devais être présente, que je devais être vraiment dans ce dévouement, dans le service, que je devais être disponible pour les autres, accompagner les autres. Et du coup, pour moi, ça allait rien leur apporter de leur dire ben, je vais pas bien et dans ma tête il se passe ceci, cela. Enfin, pour moi, ça faisait pas sens avec la manière dont je concevais ma vie, parce que pour moi, mon objectif, c'était vraiment d'être présent pour les autres, d'être dans le service, dans l'aide. Et du coup, Et puis oui, j'avais cette gêne, cette honte de dire bah, je vais pas bien, mais je sais pas vraiment pourquoi. Enfin, pour moi, ça faisait pas sens, parce que justement, j'ai une famille super, j'avais des amis, Enfin, Ta vie était heureuse, quoi. oui, en soi, ça allait bien. Donc pour moi, ça faisait pas sens que j'ai ce mal-être. Et je voyais pas l'intérêt de le partager. Je me disais, bon, moi, je vais me mettre de côté et me concentrer sur le fait d'aider les autres et d'être là pour les autres. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, c'était un peu en mode coué, c'est-à-dire je vais bien, enfin non, je vais mal, en fait, je vais mal, mais en fait autour de moi tout va bien, mes parents même, j'ai des frères et sœurs, ça se passe bien, je suis engagé, je suis dans une église, je suis contente, la JA ça se passe bien. Est-ce que finalement il y a un peu de tout ça et de se dire bah Manon, arrête de te plaindre, quoi, tout va très bien dans ta vie? Ah oui, c'est clair. J'étais très dure envers moi-même et je me disais... Ouais, enfin, je me disais, qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi, quoi. Maintenant, c'est bon, tout va bien. Et c'est pour ça que je me disais aussi, enfin, il y avait un truc de je me sentais pas légitime de dire que j'allais vraiment pas bien. Et puis, donc je me disais, oui. Et c'est pour ça, je me disais, bah, on met tout ça de côté. Et puis, je vais me concentrer sur aider les autres. Et puis ça finira par passer, quoi. Ça va passer. Tu l'as dit tout à l'heure, je vais revenir dessus si tu acceptes. On va ouvrir une petite parenthèse. T'es pas bien, tu te mets en boule au fond de ton lit, tu veux pas sortir de ta grotte, mais il y a des idées sombres, il y a des pensées suicidaires qui traversent ton esprit. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te sens en danger? Je me suis pas sentie en danger parce que en fait, ce qui m'a permis de tenir en fait, au milieu de tout ça, c'est qu'en fait, j'avais des idées noires envers moi-même, mais j'ai toujours eu conscience que j'avais une famille qui m'aimait. Parce que malheureusement, tout le monde n'a pas la chance d'avoir. Et je me suis toujours fait la promesse à moi-même de, pour eux, j'ai pas le droit de leur faire ça. C'est-à-dire que même moi, si je me disais, voilà, j'ai envie de mourir ou des choses comme ça, mais je me suis toujours dit, en fait, à ce moment-là, vraiment, je me disais, je peux pas le faire pour eux parce que moi, je comprenais pas pourquoi. À ce moment-là, clairement, je me disais, je comprends pas pourquoi mon entourage m'aime, parce que moi-même, j'avais beaucoup de colère envers moi-même. Mais je me disais, en fait, pour eux, je sais qu'ils m'aiment. Et moi, je les aime aussi. Et je peux pas leur faire ça. Et du coup, c'est pour ça que je me suis jamais mise en danger ou quoi, jamais été plus loin. Parce que j'avais un peu ce deal avec moi-même de me dire, je peux pas faire ça à mes proches. Et du coup, j'avais ces idées. Et c'est pour ça que je me dis vraiment, bah, je les garde pour moi dans un coin. Et je vais faire avec, quoi. Est-ce que ça a marché de tout mettre dans un coin? Non. Ok, je crois que c'est important de le dire. C'est pas très utile. Ça n'a pas marché. Enfin, ça marche sur le court terme, mais Ouais. ça finit par revenir.
Et c'est revenu. Oui. C'est revenu quelques années plus tard. Alors, tu grandis. Cette première phase, elle se passe, tu as quel âge? 13-14 ans. Ok. Et puis, ça revient en fait finalement assez rapidement, la deuxième phase. Tu as quel âge? Alors, il y a eu je dirais des phases intermédiaires, mais la grosse phase qui revient après, c'est à 18 ans, où vraiment, là, ça revient plus intensément. Et là, donc, je rentre dans une phase... Bon, maintenant, je sais qu'il y était une phase dépressive, mais à cette époque-là, je ne savais pas. Et tu ne savais pas, et ton entourage ne savait pas non plus. Non, Hein, on n'avait pas voilà, il n'y avait pas de identifié. diagnostic. Non, sauf qu'à ce moment-là, en plus de, justement, de pas être bien, de ces pensées négatives, j'ai en plus... je développe de l'anorexie. Donc, c'est-à-dire que c'est la seule chose, en fait, que pour une fois qui est à peu près visible, c'est-à-dire que, voilà, je me mets à manger de moins en moins, voire certaines fois pas du tout, que du coup, je perds pas mal de poids d'un coup, et du coup, voilà, ça s'accompagne, en fait, de... et dans ma tête, ça va pas bien, mais il y a du coup cette, entre guillemets, pour une fois, cette partie un peu visible de où là, mes proches quand même remarquent que, ben, voilà, que je perds du poids, que je mange de moins en moins, et quand même, là, on se dit, bon, il y a quand même quelque chose qui va pas. Puis là, on peut plus trop argumenter, oui, elle est adolescente, etc. Là, tu es jeune adulte. Ça se voit. Donc, j'ai envie de dire, ça aide quelque part dans un processus d'essayer de comprendre ce qui se passe. Je te repose la question, à ce moment-là, autour de toi, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça dépend. Donc, dans mon entourage proche, vraiment, voilà, mes proches s'inquiètent et me disent tout de suite, voilà, il faut que tu ailles demander de l'aide, il faut, voilà, on voit tout de suite que... Je veux dire, j'ai jamais eu de problème d'alimentation, donc tout de suite, ça se remarque. Que j'arrête de manger, que pareil, d'un coup, je perds du poids assez rapidement. Donc, dans mon entourage proche, on dit tout de suite, voilà, il faut... on va chercher de l'aide, on va commencer un suivi. Voilà, il y a de l'inquiétude. Et toi, tu es OK avec ce fait de chercher de l'aide ailleurs? Tu es open en disant, oui, vous avez raison, faisons ça, allez, go! Alors, ça se fait un peu en deux étapes. C'est-à-dire qu'au début, j'accepte... Je dirais pas trop difficilement un suivi, une thérapie, pour dire, bon, ok, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui va pas trop. Mais après, c'est vrai que dans un deuxième temps, on me parle de médecin, de psychiatre, tout ça. Et c'est vrai que moi, tout ce qui a été catégorisé justement de maladie, dire, vous faire une thérapie parce que ça va pas trop, j'ai réussi à l'accepter. Mais tout de suite, quand on commence à me parler de médecin, de psychiatre, Hôpital, de centre. Là, vraiment, là, pour moi, c'était... Non. Là, ça a été compliqué. Et là, vraiment, je voulais pas du tout. Ouais. C'était quoi? C'était la peur d'être cataloguée, elle est folle? Oui, c'était déjà la peur du terme, de me dire, en fait, genre, j'ai une maladie, en fait, de ce terme, de le poser officiellement, j'ai une maladie. Et oui, la peur qu'on me prenne pour une folle, et puis entre guillemets, la peur ultime, pour moi, c'était qu'on me fasse hospitaliser. Clairement, pour moi, c'était inimaginable, et je me disais, mais surtout pas. Alors là, à ce moment-là, tu rencontres des professionnels, notamment un psychiatre. Et comment ça se passe? Là, tu lui déposes tout sur la table et tu laisses dans son cabinet et puis tu repars tranquille. Ça y est, c'est fini, je suis guéri. Absolument pas. Donc, parce que, en plus, à 18 ans, on est jeune adulte, mais on est quand même un peu ado, donc un peu têtu sur certains côtés. Et quand en plus, on emmène quelqu'un de 18 ans chez un psychiatre qui n'a pas très envie d'être là. Donc non, j'arrive et je parle donc du fait que, en effet, je mange plus trop, j'ai perdu du poids, mais je sélectionne très clairement les informations que je donne. C'est-à-dire que je parle pas du tout de tout l'impact que ça a sur mon moral, je parle pas du tout à ce moment-là, de l'anxiété que je vis, du retour des idées noires, justement, puisque voilà, ça, elles ne sont pas parties, elles sont revenues. Donc, je trie vraiment ce que je dis, parce que justement, j'ai cette peur de me dire, si je dis vraiment tout ce qui se passe dans ma tête, toutes mes pensées, et que ça va au-delà juste déjà du fait de je m'alimente pas correctement, ce qui déjà me faisait peur à dire. Pour moi, c'était sûr que je me dis, on va me faire interner ou je ne sais quoi, ou... C'est la chambre avec les coussins sur les murs. Ah non, mais c'est ça. Moi, je me dis, on va dire, mais elle est totalement folle. Elle a 18 ans, elle a une vie qui va bien. Et puis, elle a des idées comme ça. Enfin, c'est bon, on l'interne. Et puis, voilà, quoi. Et là, tu ressors de la consultation, tu dis, yes, j'ai passé l'épreuve, j'ai réussi l'examen, il me laisse repartir.
Un peu de ça. Mais je sais pas, parce que à ce moment-là, je pense qu'il y a aussi certaines choses inconscientes. C'est-à-dire que j'avais conscience que je triais ce que je disais, mais j'avais pas conscience qu'il y avait quand même tout un côté dépressif derrière ça. Moi, je me disais justement, bon, je sais penser là, je savais pas trop quoi en faire, mais pour moi, il n'y avait pas de termes, de choses posées dessus. Donc pour moi, le problème principal à ce moment-là, justement, c'était le fait que j'avais des troubles du comportement alimentaire, mais il y a ces pensées-là derrière, mais on verra ça plus tard. Ou comme d'habitude, je me dis, ça finira par passer. Donc... Mais oui, j'ai ce truc de c'est bon. Et puis bon, il pose le terme anorexie qui me fait pas plaisir, mais je me dis, bon, au moins c'est fait. Et puis voilà, étape suivante. Étape suivante, ou cette étape-là, c'est quoi? Il te donne un traitement, un suivi? J'ai eu un suivi, oui. J'ai continué la thérapie que je faisais déjà. Et puis j'ai un suivi avec une diététicienne qui m'a énormément aidée justement pour me réalimenter. Mais voilà, en fait, c'est vraiment on a traité le problème de l'alimentation. Mais ce que je me rends compte, parce qu'elle déclenche. Avec le recul, je me rends compte qu'en fait, on n'a pas traité tout ce qu'il y avait derrière. En fait, on a fait en sorte que je me réalimente et que je me remette à manger à peu près normalement. Ce qui était pas mal en soi. Oui, c'était l'urgence quand même. C'était une bonne chose. Mais en fait, concrètement, on n'a pas traité tout ce qu'il y avait derrière, en fait. Qu'est-ce qui te pousse après à aller à la 3e phase? Ça ne finit jamais. Si, ça finit. Il y a happy end. Mais voilà, tu te rends compte, enfin voilà, la réalité c'est que là, tu as mis un petit coup de pansement sur une plaie qui est encore pas guérie, pas traitée. Ok, on a réglé entre guillemets le problème de l'anorexie, mais comme tu dis, on n'a pas traité le fond. Et en fait, les années passent, elles évoluent quand même. Alors là, la période devient plus courte quand même. Tu réalises qu'en fait, c'est pas possible, ça va pas mieux en fait. Oui, donc les années passent et je pense que c'est à 21 ans. Ouais, donc crois. 2-3 ans plus tard. Vers début de la vingtaine, où en fait, de nouveau, j'ai une phase où moralement ça va pas trop. Je me dis ça va pas trop. Est-ce qu'il faudrait que je recommence une thérapie ou est-ce que je me pose un peu des questions, mais je me pose et je me dis mais en fait tout va bien dans ma vie à ce moment-là. Je me dis je fais des études qui me plaisent pour faire le métier que je rêve de faire. J'ai une super relation avec ma famille, j'ai des super amis. À ce moment-là, je vis en colocation avec ma meilleure amie. Enfin, tout va bien dans le meilleur des mondes, quoi. Donc j'ai ce truc de me dire, presque, je suis pas légitime de pas aller bien, parce que concrètement, quand je regarde ma vie, je me dis, mais en fait, tout va bien. Enfin, j'ai un toit sur la tête, j'ai de quoi me nourrir, j'ai de quoi faire des voyages. Enfin, ma vie va bien, pourquoi tu te plains, quoi. Oui, c'est ça. Donc, je me disais, bon, encore une fois, ça va passer, donc c'est bon. Sauf que à ce moment-là, j'ai toujours eu justement par moments ponctuellement des crises d'angoisse. Et sauf qu'à cette période-là, donc je me dis ça va pas trop, mais je me dis ça va passer. Sauf que les crises d'angoisse deviennent de plus en plus récurrentes et de plus en plus envahissantes, de plus en plus fortes. Elles durent de plus en plus dans le temps, elles prennent de plus en plus de place, il y a de plus en plus d'impact. Jusqu'à un jour où vraiment je fais une très grosse crise d'angoisse. Et où là, une fois que c'est passé, où vraiment mes proches se posent avec moi et me disent là Manon, maintenant c'est stop et on va demander de l'aide parce que là c'est plus possible et ça peut pas continuer comme ça. Parce que justement on en avait parlé plusieurs fois de peut-être que je devrais commencer une thérapie ou peut-être que je devrais demander de l'aide, mais voilà, moi j'avais vraiment ce côté de est-ce que vraiment c'est nécessaire parce que voilà en soi ça va. Et là, voilà, il y a vraiment eu la crise de trop, on va dire, où vraiment ça a pris de grandes proportions. Et là, mes proches m'ont dit, là, stop, quoi. Là, on fait quelque chose. Selon toi, aujourd'hui, pourquoi tu as retardé cette échéance de te faire soigner? Parce que justement, tu refusais que ce soit une maladie? Parce que, oui, alors déjà, j'avais toujours ce blocage de me dire le terme maladie, c'était très difficile à accepter. Et parce que, oui, j'avais ce côté de me dire, mais en fait, tout va bien dans ma vie. Et puis, de me dire, puis, pour moi, oui, ça faisait pas sens. J'étais pas, encore une fois, pas légitime. Parce que tout allait bien dans ma vie, en fait. Et du coup, je voyais pas pourquoi. Enfin, presque, j'avais l'impression que je faisais un caprice, quoi. Que pour avoir l'attention ou je ne sais quoi, je me disais, non, c'est bon. Enfin,
je me disais, voilà, les médecins, ils voient tellement de choses que je me dis, je vais pas arriver à dire tout va bien dans ma vie, mais moi, je vais pas bien. Et pour moi, ça faisait pas sens. Donc là, tu choisis de consulter. Enfin, c'est même un choix familial finalement, de dire il faut qu'on aille plus loin. Un choix de groupe. Il faut aller plus loin, il faut investiguer. Et là, en fait, assez rapidement, finalement, maintenant, ça y est, tout d'un coup, on a cette connaissance où on commence à poser des mots de manière beaucoup plus précise. Peut-être toi aussi, au fond, tu acceptes, ça y est, de t'ouvrir officiellement. Oui. Et pas de jouer le tout va bien, je suis heureuse, vous inquiétez pas pour moi. Oui, c'est ça, en fait. C'est, je pense, la première fois, parce que voilà, il faut savoir qu'entre-temps, j'ai fait plusieurs thérapies, j'ai vu plusieurs professionnels, mais c'est la première fois, je dirais, que je suis réellement honnête et que j'accepte de vraiment dire ce qui se passe, en fait. Et donc, très rapidement, voilà, je vois une psychiatre et j'explique ce qui se passe. Et oui, du coup, assez rapidement, voilà, on me pose des diagnostics, on me dit dépression. Donc, au début, ok, c'est pas facile à entendre, mais ok. Après, on me rajoute trouble anxieux. Donc là, en plus, je me dis deuxième chose à digérer, c'est qu'il y a un petit bonus qui vient avec. Mais c'est vrai que ces diagnostics, en fait, c'est un peu bizarre parce qu'en même temps, ça me met un coup et c'est difficile à accepter. Mais il y a une partie de moi où ça me soulage, en fait. Où je me dis, bah, en fait, je suis pas folle, quoi. Je sais que c'est quelque chose que mon entourage n'aime pas parce que j'ai souvent dit, justement, j'ai l'impression d'être folle ou quoi. Et en fait, d'avoir ces termes, ça m'aide à me dire, en fait, il y a un vrai truc. C'est pas moi qui invente, c'est pas moi comme j'avais l'impression de faire des caprices ou quoi. En fait, il y a vraiment quelque chose. Et comme tu l'as dit au début, on sait maintenant avec les études que voilà, ce sont des vraies maladies, qu'il y a des choses qui se passent. En fait, il y a vraiment quelque chose dans moi qui va pas. Enfin, c'est une vraie maladie, il y a vraiment quelque chose. C'est pas moi qui invente, c'est pas moi qui suis juste un peu déprimée, qui fait des histoires, mais en fait, c'est réel ce qui se passe. J'ai pas inventé tout ça, quoi. On l'a dit au début, tu as grandi dans un foyer chrétien. Tu as été aussi donc participante, tu as fait les scouts, ce qu'on appelle les tisons, les explorateurs. Et puis quand tu sors des explorateurs, tu as 16 ans. Donc là, on refait chronologiquement un peu ce qui se passe aussi chez toi à ce moment-là au niveau de ta maladie. Mais tu t'engages en tant qu'animatrice. Est-ce que tu peux dire que l'Église, ça a été une force ou au contraire, des fois, ça t'a plombé ? Les deux, du coup. Alors, il y a eu des moments où ça a été une vraie force, notamment voilà, au niveau de la JA, parce que, voilà, comme tu as très bien dit, en fait, ado très vite, enfin, je suis sortie des explos, je me suis investie en tant qu'animatrice, et pendant longtemps, que ce soit à l'église, que ce soit en colo l'été. Et c'est vrai que y a eu certaines phases où la JA m'a permis de tenir. Quand je parlais de la période où j'étais anorexique, clairement, à ce moment-là, c'était presque que j'avais de plus précieux. De venir le samedi après-midi, de me mettre dans ma bulle, de m'occuper de mes tisons et d'avoir ce moment-là, en fait. C'était la période en plus où tu étais responsable d'une section. Où en plus, j'étais responsable, donc voilà, j'avais vraiment... T'avais quoi, une trentaine d'enfants ? Plutôt une cinquantaine, voilà, je pense. Une cinquantaine d'enfants. Tous les 15 jours, voilà. Pendant 3 heures, avec une équipe d'animation. Avec mais une équipe c'était toi la d'animation. chef, quoi. Oui. Alors, la co-chef, quand même, on était pardon. deux. Mais oui, en plus, je me retrouve donc en responsabilité. Et puis voilà, et moi, je me dis, faut que j'assure. Et puis, à ce moment-là, c'est vrai que moi, où ça allait pas bien dans ma tête, où voilà, je mangeais peu, j'avais très peu d'énergie. Mais en fait, je mettais tout là-dedans et c'était... Une bouée ? Ouais, une bouée, je dirais ma petite bulle, en fait. Presque ma petite bulle de bonheur, en fait, dans mon quotidien. Où je me disais, pendant ces quelques heures, en fait... Je pense pas à tout ce qui se passe dans ma tête, je pense pas au fait que j'ai rien mangé ce matin ou je ne sais quoi, mais en fait, pendant ces quelques heures, je me mets dans cette ambiance, je me concentre sur mes tisons et puis en plus, voilà, sur les blagues, l'animation, on va jouer avec les enfants et puis je me concentre sur eux et je me mets dans cette petite bulle, en fait, de presque cette petite parenthèse de pendant ces quelques heures. Je suis plus la Manon qui va pas très bien, mais je suis juste Manon l'animatrice et qui est là et qui s'occupe de ces jeunes, quoi. Tu disais, ça a été des périodes encourageantes, ça a aidé ou des fois ça n'a pas aidé. Donc là, on comprend que ça a aidé. Et des fois, qu'est-ce qui n'a pas aidé ? Alors des fois, ce qui n'a pas aidé, c'est que j'ai parfois ressenti que j'avais pas forcément la place dans l'église pour parler de ce qui n'allait pas.
ou que, voilà, j'ai parfois plusieurs fois entendu, on m'a assez souvent dit quand je disais, voilà, ça va pas trop, on est désolé, je vais prier pour toi. Ce qui est très gentil, mais alors que moi, des fois, j'avais besoin, en fait, qu'on prenne du temps avec moi, qu'on parle avec moi, et en fait, j'ai très peu eu ça dans l'église, de ce côté, moi, en tout cas, je l'ai ressenti comme ça, on est désolé, je vais prier pour toi, ou je t'envoie un verset, mais très peu de personnes osaient un peu se confronter et puis se dire, viens, on va en parler, on va en discuter, et on va t'accompagner. Et c'est vrai que moi, j'avais vraiment ce sentiment... moi, c'est comme ça que je me suis construite dans l'église, de me dire, voilà, il fallait que je sois dévouée, que je sois dans le service aux autres. Et du coup, à ce moment-là, je me disais, il n'y a pas forcément la place, en fait, pour ça. Et justement, voilà, je dois continuer à être dans le service, dans l'aide aux autres, et qu'il n'y avait pas forcément cette place-là de me dire... je me sente sur moi, quoi. Pour moi, ça n'avait pas trop cette place à l'église, en fait. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Est-ce que tu as le sentiment qu'en fait, ta maladie qui n'était pas encore diagnostiquée, que tu posais pas ces mots-là, les gens, oh là là, mince, en fait, finalement, ils sont complètement tétanisés de on ne sait pas quoi faire. Bon, on va prier pour toi, quoi. Est-ce que c'est ce sentiment-là, quelque part? Ah oui, il y avait beaucoup. Bon, après ça, même en dehors de l'église, c'est sûr qu'il y avait beaucoup cette chose-là. Je veux dire, les proches à qui je me suis confiée à ce moment-là, voilà, dans un premier temps où j'ai parlé de mon anorexie, par exemple, tout le monde me dit, je suis désolée, mais personne ne m'en parlait. Je pouvais être avec des amis. Oui, je pouvais être avec des amis. Tout le monde voyait bien, tout le monde savait, voyait bien que je ne mangeais pas. Mais personne n'osait venir me voir, me dire, comment ça va? Est-ce que tu as mangé cette semaine? Comment tu te sens? C'était vraiment le tabou où on essayait discrètement de dire, tu veux pas manger ça? Mais en fait, très peu de personnes osaient se confronter et se poser, même après avec ma dépression, de me dire, comment ça va en fait? Comment tu te sens? Et qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais peut-être le reformuler, justement, on va le redire. Du coup, qu'est-ce que toi, tu aurais attendu à ce moment-là? Qu'est-ce que de ce dont toi, tu aurais eu besoin, en fait? C'est pas un jugement, c'est juste, au contraire, un encouragement, peut-être pour justement tous ceux qui sont confrontés et dans un réflexe de on va prier pour toi, ce qui est une belle chose, comme tu dis. Non, mais c'est en même temps, il y a un besoin d'aller plus loin, quoi. De quoi tu aurais eu besoin? Moi, j'aurais eu besoin qu'on se pose avec moi et qu'on me, entre guillemets, confronte, qu'on me dise clairement, là, sincèrement, comment tu vas? Là, sincèrement, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, j'avais ce tabou de... Je pense que comme beaucoup de personnes, quand on va pas bien, se dire, je vais pas embêter les autres avec mes problèmes, je vais pas... Puis, ça va apporter quoi à la personne en face que pendant une demi-heure, j'explique en long, en large et en travers pourquoi je vais pas bien? Donc, c'est très dur de faire cette démarche. Mais moi, c'est vrai que j'aurais... Mais c'est les moments où on a besoin de parler. Et c'est vrai que ce qui m'a manqué, c'est que certaines personnes viennent et posent les choses, en fait, et pas peur de dire les mots et de dire, voilà, comment tu vas et comment est-ce que ça avance, que ce soit ta dépression, ton anorexie, est-ce que, voilà, comment tu te sens, comment ça a été cette semaine, est-ce que... Voilà, comment va ton moral? En fait, qu'on dise les choses clairement sans essayer de faire des détours, de dire, est-ce que tu vas bien, ça va? On sent des fois que les gens, ils veulent poser des questions, mais qu'il y a ce malaise. Et puis, en fait, des fois, quand ça va pas, oui, je pense qu'il y a ce besoin. En tout cas, moi, j'aurais eu ce besoin vraiment d'honnêteté et on se pose et de juste, en fait, qu'on me laisse cet espace, qu'on me donne cet espace. Parce que de moi-même, c'était compliqué, mais qu'on me donne, qu'on se pose, qu'on me dise, vas-y, en fait, je t'écoute et comment tu vas réellement. Je ne l'ai pas dit au début de cette émission, mais tu es depuis 3 ans, professeur des écoles. Tu es actuellement dans un établissement privé, sous contrat avec l'État. Tu donnes des cours. Est-ce que tes élèves sont au courant? Non. Peut-être bientôt, du coup. Du coup, bientôt. Alors, encore une fois, bravo, parce que c'est courageux de le dire, d'oser le dire. Et peut-être que justement, certains parents vont tomber sur cette émission. Et moi, je suis convaincu que ça va les aider aussi à comprendre ce qu'il y a. Aujourd'hui, est-ce que tu es heureuse? Je te repose la question du début. Oui. Alors, tu es suivie, tu as un traitement pour cela. Tu connais ta maladie, tu fais face à ta maladie. Est-ce que tu considères que ça y est, c'est fini maintenant, tout est réglé? Non. Mais c'est pas pour rien que j'ai un suivi et que je vais continuer ce suivi. Voilà, j'ai besoin d'être accompagnée parce que, comme toute maladie, en fait, ça se guérit pas du jour au lendemain. C'est tout un processus qui peut prendre plus ou moins de temps. Donc voilà, après moi, j'ai la chance d'être très bien suivie, très bien accompagnée. Donc
je sais qu'il y a encore des étapes justement pour aller vers la guérison. Mais oui, je me considère heureuse aujourd'hui parce que voilà, j'ai justement ce suivi qui me permet de vivre tout ça de façon vraiment apaisée, d'essayer de vivre les choses le mieux possible, et ce qui fait que c'est plus si handicapant que ça dans ma vie en fait, et je sais le gérer, je sais dire justement quand ça va pas, quand j'ai besoin d'espace, et au final le suivi fait que bah voilà, justement je travaille, je peux être investie dans l'église, je peux faire plein de choses, et entre guillemets je vais bien. Enfin, je me sens bien dans ma vie, j'ai plus, justement, comme j'ai ce suivi, cet accompagnement, même ces traitements, j'ai plus du tout ce côté de, voilà, à broyer du noir, enfin, voilà, quoi, ça va. Alors, je te suis sur Instagram. On se connaît depuis très longtemps. Alors, je ne sais pas si on donnera ton hashtag ou pas. Mais on voit dans ton travail avec les enfants. Alors, bien sûr, ils n'apparaissent pas sur Instagram. Oui, je oui. préviens tout de suite les parents, vous inquiétez pas. Mais on voit que tu t'éclates dans ton métier, que tu t'éclates avec les enfants aussi, avec des jolis petits mots. J'ai vu, c'était la semaine dernière, un petit message avec tous les enfants qui disaient « Merci Seigneur, merci Dieu pour sa super maîtresse », etc. Donc, voilà, tu t'éclates vraiment. Ça reste un défi, tu en es consciente. Ça reste un défi pour l'Église aussi, de faire face à ce qu'on ne voit pas, à ce qu'on ne comprend pas. Tu as parlé d'un handicap. On a parlé au début de cette émission justement de quelqu'un à qui il manque une jambe, ça se voit, on comprend son quotidien, on a du mal à percevoir encore les santé mentales, si tu acceptes que j'élargisse un peu les maladies mentales. On a encore beaucoup de chemin à faire dans leur compréhension et aussi dans leur acceptation aussi. Et de ne pas voir ça non plus, peut-être même parfois, c'est moi qui vais parler en tant que pasteur, comme une espèce de possession, d'accepter que non, il s'agit d'une maladie au même titre que, je parlais d'un rhume tout à l'heure, qu'on peut soigner, qu'on peut accompagner. Peut-être ce qui ressort particulièrement, c'est ce besoin humain de relation aussi. Je crois que tu l'as très bien dit dans les relations intrafamiliales qui t'ont soutenu, dans les relations aussi intra-église avec les jeunes, avec les enfants, avec les animateurs. On arrive au terme de cette émission. On a parlé de beaucoup de choses. Et puis, il y a un texte que tu voudrais quand même nous laisser. Oui. Donc, le texte que j'aimerais laisser, donc, c'est vraiment que... Enfin, voilà, un texte très connu, mais moi qui m'a toujours beaucoup parlé, parce que voilà, c'est que dans tout ce parcours, en fait, et là où j'en suis arrivée aujourd'hui, en fait, c'est vraiment... Je trouve que Dieu m'a vraiment apporté la paix dans tout ce parcours un peu, justement, qui partait dans tous les sens, où c'était compliqué. Et aujourd'hui, je me sens vraiment très apaisée avec tout ça. Et du coup, c'est donc dans Jean 14, 27, « Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. » Merci beaucoup, Manon, de ce témoignage, de ce partage. Et je te propose qu'on aille inscrire ce verset sur notre mur des témoignages.